Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur un nouvel épisode et dans ses bureaux, Camille. Salut Camille. Et salut Sébastien, ça va? Écoute, oui, ça va bien. On a pris le temps, mais finalement on arrive à faire cet épisode qu'on devait caler il y a plusieurs mois maintenant. On s'était rencontrés à Boulogne, je me souviens, et du coup on avait essayé de caler, mais bon voilà, nos agendas respectifs ne s'accordaient pas à ce moment-là. Et puis finalement, écoute, voilà, aujourd'hui, 16 octobre 2023, on arrive à enregistrer. Ouais, et on a fini par y arriver, tu vois, comme quoi la patience, c'est la meilleure chose à faire parfois. Et la patience, c'est une qualité mentale, en tout cas. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu aux auditeurs et nous dire un petit peu de quoi sont faites tes journées? Alors, donc, je m'appelle Camille, je suis responsable des relations plateformes numériques chez Curoneco. Curoneco, c'est un distributeur français. Donc, on fait de la distribution numérique et physique, plus après d'autres services qui sont vraiment liés au label. Et on distribue des labels indépendants. Donc, on a différents catalogues selon si c'est du numérique ou du physique, et parfois on a les deux. En tout cas, sur la partie numérique, on a beaucoup de musique expérimentale, très nichée sur la partie électro. Et après, là, récemment, on travaille sur des catalogues comme Pascal Obispo, Francis Cabrel, et après d'autres artistes français, évidemment. Et en fait, j'ai un poste qui est vraiment au commercial digital. Donc, je m'occupe de représenter le catalogue qu'on a auprès des plateformes de streaming. Donc, ça peut être soit de la nouveauté. Donc, on transmet les nouveautés aux plateformes de streaming pour être soit placé en playlist, soit avoir des bannières. Et après, une partie plus partenariat et marketing pour mettre en place des opérations spécifiques. C'est ça, globalement, l'intitulé de mon poste. Il n'y a pas forcément de journée type. Il y a des missions qui sont récurrentes, comme vérifier que tout est bien livré sur notre solution logistique, s'assurer que les plannings sont transmis à temps aux plateformes. Mais après, ça dépend des urgences. Mais on a des missions type chaque jour sur, par exemple, envoyer un planning tel jour à telle plateforme. Donc ça, c'est des deadlines et des échéances qu'on a à respecter. Mais après, sur le reste, c'est en fonction des urgences, des sorties et des nouveautés. C'est vrai que j'avais entendu dire
de sa bouche qu'il utilisait, en tout cas pour la promotion de ses nouvelles chansons, de ses nouveaux albums. En fait, il avait fait ce choix-là de quelque part. Alors, je sais pas s'il s'auto-distribue, mais en tout cas, ou s'il passe par des. Mais en tout cas, il utilise le digital pour produire plus de chansons, plus d'albums, et voilà. Oui, en fait, il avait monté sa propre application de stream. Donc, en fait, il était introuvable partout, sur toutes les plateformes type Spotify, Deezer, Apple, Amazon, etc. Par contre, il avait toujours sa chaîne YouTube. Et donc là, nous, quand on a récupéré, en fait, on a récupéré le projet fin mars. Donc, fin mars, on a remis en ligne tout son back catalogue. Plus, on a sorti un titre en nouveauté. Et là, on a sorti un autre titre fin août et l'album est sorti le 15 septembre. Donc, pour le coup, c'est un beau projet. Il y a un travail colossal parce qu'il fallait tout remettre en ligne. Donc, techniquement, c'était un gros travail, mais pour le coup, tout s'est bien passé. Et là, on travaille déjà sur la suite après l'album. Non, mais c'est Voilà. cool. Pascal Obispo, c'est du lourd. Ouais. Il pèse dans la chanson française. Alors, si t'es OK, on va commencer par un petit portrait chinois, comme je le fais habituellement pour le podcast. Ensuite, on reviendra un petit peu sur ton parcours, on parlera de ton mental, et puis on clôturera par quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie, en tout cas, de laisser comme empreinte sur le podcast auprès des auditeurs. On commence par du coup le petit portrait chinois. Donc, si tu devais choisir une couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Alors, est-ce qu'il faut que ça ait une signification particulière ou pas forcément? Non, pas forcément. Ça peut être une voilà. Après, il y en a qui ont du mal à choisir une couleur. Il y en a qui voilà. La réponse, c'est la tienne, c'est la bonne. Ouais, alors je dirais le noir. Ça peut paraître pas extrêmement joyeux, mais je sais pas, je me suis toujours habillée en noir et c'est une couleur enfin, si on peut la définir comme étant une couleur. Et ouais, c'est toujours, ça m'a toujours accompagnée. Là, je suis habillée en full noir, tu vois. Donc, mais après, je sais pas vraiment sur la signification ce que ça peut signifier, quoi. C'est une couleur où tu te sens bien dedans, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, c'est souvent le noir, c'est une couleur un peu, ça se marie avec tout en plus. Donc, Ouais, plutôt, pour le coup, c'est plutôt facile et aussi un peu passe-partout. C'est pas quelque chose qui tape à l'œil ou qui dénote forcément. Et ouais, c'est facile, je me sens à l'aise, c'est confortable. si tu devais choisir un moment de ta journée que tu préfères, ça serait lequel et pourquoi? Je pense que ce serait, alors dans une journée de travail, ce serait le midi. Plus pour le côté échange avec tout le monde, parce que c'est un moment où on mange tous ensemble au bureau et c'est quand même un beau moment de partage. Et je pense dans ma vie plus personnelle, c'est le petit déjeuner le week-end. C'est un moment où je prends beaucoup de temps, enfin plus le week-end qu'en semaine, pour juste prendre le temps de me réveiller tranquillement, de prendre un bon petit déjeuner et c'est simple comme moment, mais j'y accorde beaucoup de temps, en tout cas le week-end. Si tu devais choisir un livre, lequel tu choisirais? Quel je choisirais? Je pense que ce serait le livre que je suis en train de lire. Il faut que je me souvienne du nom exact. C'est en fait un éditeur qui est basé à côté d'Aix-en-Provence, où c'est des très petites éditions. Et donc, l'éditeur s'appelle Vanlo. Et le livre, en ce moment, c'est Tutu, de Jean-Daniel Botta. Et en fait, c'est des poèmes. Et là, c'est en fait un poème entre le lien entre la musique et la vie d'art en général. Et c'est très, très beau aussi en termes de pochette et de graphisme. Si tu devais choisir une citation qui t'inspire, ça serait laquelle? Là, j'en ai pas du tout qui me viennent en tête. J'ai jamais été trop une fan de citations. Mais je pense parce que j'ai beaucoup vu, notamment sur les réseaux sociaux, un peu ce type de publications avec des citations, etc. Donc ça m'a jamais beaucoup impacté. Et c'est pas quelque chose auquel je fais attention. Donc là, j'ai pas de citation Ah, immédiate. un mantra qui t'anime, quelque chose que tu te répètes souvent?
Non, j'ai pas de phrase spécifique, mais c'est souvent comment dire, plus des mantras vraiment de positivité, de type, je sais pas, tu vas y arriver, des choses comme ça. Plus des choses vraiment motivantes et positives, mais après, j'ai pas de phrase type en tête, là, dans l'immédiat. Ok. Si c'était une qualité, tu serais laquelle? Je pense l'écoute. Je pense que, enfin, j'ai pris conscience avec le temps que je peux être à l'écoute et absorber tout type comment dire, de sentiments de la part d'amis, de proches, etc. Et écouter en essayant comment dire, d'absorber un peu leur ressenti ou leurs sentiments. Et je pense que c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps. Écoute. C'est quoi ton principal trait de caractère? Je dirais le calme. Je sais pas si c'est le mot le plus, tu vois, le plus adapté, mais je pense que ce serait ça. Le fait d'être posé et très calme. Ok, donc ta zen attitude, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu écoutes tes podcasts? Oui, alors j'en ai écouté vraiment il y a quelques années. Là, j'écoute depuis récemment le podcast de Caroline Mignot, évidemment. Et j'aime beaucoup le podcast Homicide, qui est un podcast produit par Bababam et qui est extrêmement bien fait je trouve, sur l'histoire qui est racontée. Alors, c'est pas des histoires qui sont très, très positives parce que c'est souvent des histoires de meurtres, d'homicides. Mais en tout cas, sur l'ambiance sonore, je trouve que c'est rare d'arriver vraiment à transporter l'auditeur dans une ambiance particulière. Alors, c'est pas quelque chose qui est oppressant ou quoi, vu l'histoire, mais en tout cas, je trouve ça très prenant et très bien réalisé. Ok, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Du coup, ça s'appelle comment, tu m'as dit? C'est Homicide. Je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Je trouve ça très, très bien fait. Est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire? Non, pas spécialement. J'ai pas de, là, j'ai personne qui me vient en tête. Si tu devais inviter quelqu'un sur mon podcast pour en apprendre plus sur sa façon de gérer son mental, qui tu aimerais inviter? Je pense Caroline. Ah, c'est déjà fait. Ah, qui? Donc, on parlait de Je Caroline veux dire, pour les auditeurs. ouais. Marine, c'est déjà fait aussi. Je sais pas. Je réfléchis si c'était quelqu'un de, même je réfléchis dans le monde de la musique. Là, je vois pas. Mais je pense que j'ai pas de nom précis, mais je pense que dans le métier, ce serait plus quelqu'un qui est producteur de festival ou producteur d'événements ou de festivals, pour voir justement cette partie-là, gestion mentale, gestion de pression et de stress. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ok, bah écoute, si tu m'en trouves un, je le contacterai. Oui. Pour l'interview, mec. Ok, bah écoute, on arrive à la fin du portrait chinois. On va revenir un peu brièvement sur ton parcours. De quoi il est fait ton parcours? Comment t'es arrivé aujourd'hui, enfin, par quelles études tu es passé et pour arriver aujourd'hui à ce que tu fais aujourd'hui, quoi. J'ai toujours voulu faire architecture, donc je l'ai pas fait évidemment. Et en fait, j'aimais beaucoup dans la partie architecture le côté manuel de créer, etc. Et je me suis dit, ben peut-être que partir dans un parcours com et pub, ça peut finalement être un parcours plutôt généraliste, que j'avais pas encore d'idée précise de ce que je voulais faire après justement ces études d'architecture. Et donc j'ai fait un DUT de 2 ans, Infocom, option publicité. Et en fait, en deuxième année, j'ai trouvé un stage dans un label indépendant à Strasbourg. J'avais conscience que je voulais travailler dans la musique. En fait, ça me paraissait élitiste et il n'y avait pas d'école, en fait, surtout spécialisée dans la musique. C'était soit des études d'ingénieur du son, mais c'est pas pas ce que je souhaitais, en tout cas. Et donc, c'est après ce stage où je me suis dit qu'il fallait que je commence à trouver des écoles spécialisées. Alors, j'ai pas trouvé tout de suite. Après, j'ai enchaîné, j'ai fait une licence et un master en communication digitale, social media, que je me suis dit que c'est des compétences qui peuvent me servir dans n'importe quel domaine.
Et donc après, j'ai postulé à l'EMIC, qui est une école de management des industries créatives. Donc c'est une école qui est spécialisée dans la musique et en fait, on te forme à tous les métiers autour du disque. Donc c'est des compétences qui sont, c'est tous les métiers. Donc ça peut aller de l'éditeur jusqu'à de la fabrication, de la com. Donc c'est très complet comme parcours. Et donc après, j'ai complété mon expérience professionnelle en faisant des stages. J'étais en stage d'abord tout dans l'événementiel, donc pour les Francopholies de La Rochelle, le festival Essonne en Seine dans le département de l'Essonne. Après, quand j'étais à l'EMIC, j'ai fait mon alternance chez Sony Music au pôle digital. Donc, c'était le pôle vraiment social média qui gérait tous les labels. Et suite à ça, je suis retournée, en fait, chez Morgan Group dans l'entreprise où j'étais avant en stage sur la partie festival. Donc, j'avais la partie télé, parce qu'à la base, c'est un producteur audiovisuel, et la partie festival sur le Printemps de Bourges, les Inouïs du Printemps de Bourges, et les Francopholies aussi en renfort. Et là, après 3 ans d'expérience, j'avais envie de découvrir un autre travail, un autre secteur. Et donc, je suis partie plutôt chez un distributeur. Donc, c'est le parcours, enfin, l'expérience que j'ai actuellement, pour le coup. Il t'inspire quoi, ton parcours? Je pense le fait comment dire, déjà, je suis très heureuse et j'estime la chance que j'ai d'avoir un métier qui me passionne et d'avoir réussi là où je voulais aller, qui est déjà une vraie chance pour moi. Et après, ça m'inspire aussi le fait de pas avoir peur de changer d'expérience ou d'expérimenter. Je pense que c'est quelque chose qui est très commun sur justement cette jeune génération de changer d'expérience. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi le côté adaptabilité et expérimentation. Te dire rendre possible l'impossible, est-ce que ça te parle? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut se répéter pour que ça nous anime. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut qu'on sente que quelque chose nous anime et qu'on a un but, même si effectivement ça peut nous paraître impossible. Mais je pense que c'est une bonne phrase justement pour arriver à pousser notre mental et à nous dépasser, à dépasser nos limites. Justement, en parlant de mental, en fait, on va en parler, on va parler du tien. Si tu devais définir ce mot, le mental, tu devais le mettre à ta sauce, tu le définirais comment? Moi, je dirais que c'est de la force et de la détermination. Pour moi, c'est ça. Donc, si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, tu ne la dépeindrais comment? Bon, je pense que ce serait quelqu'un qui a pas peur des échecs, qui va de l'avant et qui a aussi une force psychologique pour se dépasser et pour atteindre ses objectifs. Alors, puisqu'on parle du coup de mental, qu'est-ce que toi tu mets en place pour ton propre mental? Est-ce que tu as des choses que tu mets en pratique ou des outils que tu utilises pour booster le tien de mental? Alors, pas spécialement. Après, j'ai des petits outils quand je sens, par exemple, pas des outils, mais plus des habitudes. Mais quand je sens que je suis angoissée, que j'ai un challenge ou une deadline et que c'est quelque chose qui me stresse et qui m'angoisse, déjà, je prends conscience que ça me stresse et que ça m'angoisse, qui, au départ, était pas très facile. Au début, j'avais plutôt tendance à pas accepter la chose et maintenant, je l'accepte et du coup, c'est plus des habitudes de type juste se répéter des phrases ou se dire: «Ça va bien se passer, j'ai des deadlines». Et c'est surtout de me dire aussi, c'est que de la musique, c'est mon métier passion et j'adore ce que je fais, mais c'est que de la musique. Et on ne fait pas des opérations à cœur ouvert ou voilà. Et donc, c'est plus essayer de redescendre parce que, en fait, quand tu as un métier passion, ça peut être très prenant en énergie et en mental aussi. Donc, c'est arriver à se remettre sur un niveau normal. Tu as abordé la thématique de la confiance en soi, construite la tienne de confiance. Quelque chose qui s'est fait naturellement avec le temps, ou tu avais déjà une bonne confiance au départ? Non, j'ai rarement eu confiance en moi. Je dirais pas que c'est un sujet délicat parce que c'est pas le cas. Je pense que j'ai pas encore totalement confiance en moi, mais que c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Ça se construit plus par les échos que je peux avoir par rapport à mes proches ou même dans ma vie professionnelle. C'est pas quelque chose qui est forcément inné en moi de me dire j'ai confiance en moi parce que pas du tout. Je sais que en tout cas j'ai encore du chemin à faire là-dessus et que c'est
c'est vraiment mon entourage qui va faire en sorte que je m'en rende compte, en fait. Quelle relation tu as sur le droit à l'erreur? Au début, j'étais très, où j'acceptais pas, en fait, ce droit à l'erreur et je l'accepte de plus en plus parce que ça peut être un facteur de renaissance, de reboost, de motivation par la suite et je pense que même si effectivement sur un moment très complexe, c'est très dur à gérer, mais je pense que ça peut aussi amener à autre chose par la suite. Donc je suis beaucoup plus, j'accepte plus ce droit à l'erreur. Après, faut pas que ce soit non plus trop, c'est vraiment de manière mesurée. Faut pas que ce soit non plus quelque chose qui soit, par exemple, un challenge sur 1 an ou un gros projet. Là, oui, je pense qu'il y a aussi ce truc de non, t'as pas le droit à l'erreur, mais sur d'autres choses qui sont plus à court terme, il y a aucun problème avec ça. Si je te parle du regard des autres, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler? Oui, je pense que c'est quelque chose où, en fait, déjà, je pense que travailler dans la musique, en fait, j'ai une sœur jumelle qui fait des études en médecine. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce complexe aussi par rapport à elle de me dire, bah, en fait, moi, je travaille dans la musique et même si c'est beau, je ressentais un complexe un peu d'infériorité par rapport à ça. Et donc, j'étais très sensible justement sur le regard que les autres pouvaient avoir sur moi. Et là, c'est plus trop le cas. Je dirais, j'ai beaucoup travaillé dessus et en fait, je m'en détache de plus en plus pour le coup. OK, je comprends mieux les opérations au cœur ouvert maintenant. Oui, voilà. Souvent, j'ai justement ce truc de me dire, oui, en fait, c'est que de la musique et je travaille principalement à mon bureau ou bien je suis en rendez-vous plateforme, mais c'est que de la musique. Effectivement, et même si c'est, comme je le dis, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis heureuse de me lever le matin pour faire ça, mais on n'a pas une opération de vie ou de mort. C'est plus ça. Ouais, je comprends. Après, il y a beaucoup de chirurgiens qui aiment bien écouter de la musique pendant leur opération. Aussi. Ça leur permet de se concentrer pour certains. Quels sont tes outils ou qu'est-ce que tu mets en place pour essayer de rester, alors malgré les vagues qu'on peut avoir dans la journée ou dans une semaine, pour garder un sentiment de positivité? Pense que je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez positif de base. Par contre, les moments où je peux sentir que je suis moins positive ou que quelque chose m'angoisse, que j'ai mis en place, c'est déjà écrire que je ressens quand je sens que je suis un peu submergée par plein d'émotions. Après, c'est prendre l'air aussi. Si je sens qu'à un moment donné, je sais pas, j'arrive pas à me concentrer ou que je me sens pas dans mon élément, je vais prendre l'air et ensuite je sais que bah, c'est quelque chose qui me permet aussi de désamorcer un peu ce moment-là. C'est plus ce genre de choses-là où c'est plus des techniques un peu d'urgence. Mais après, j'ai pas des outils que je mets en place sur le long terme pour la positivité. OK, ouais, par contre, tu te sers, ouais, tu as l'écriture, ton échappatoire, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Et je sais que j'ai aussi à des certains moments plus complexes dans ma vie où j'ai dû prendre des décisions et que, en fait, je sentais que j'y arrivais pas. Je faisais la liste du pour et du contre, où je faisais situation 1, pour et contre, situation 2, pour et contre. Et en fait, ça peut paraître extrêmement bête ou très simple. Et en fait, c'est des techniques qui m'ont vraiment aidé à prendre des décisions personnelles, professionnelles, parce que tu as tout qui est écrit noir sur blanc. Déjà, ça te permet de te décharger. Et ensuite, tu as vraiment tes 2 papiers, tu compares et tu vois ce qui est mieux comme solution et ce qui est le plus adapté. OK, donc du coup, quand tu fais pour ou contre, finalement, c'est un peu comme si tu faisais une balance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour voir bah, dans la situation 1, ce qui est bien, ce qui l'est pas, et l'avantage et l'inconvénient de chaque situation. Ouais, c'est un bon outil ça. Ça permet en tout cas ouais, de faire la balance, quoi. C'est cool. Ouais. Quels sont tes trucs pour te motiver au quotidien ou dans tes projets? Je pense que la plus grande motivation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir la chance de faire un travail qui me plaît, de me lever le matin. Et je pense que ça, c'est la plus grande motivation que je peux avoir. C'est de pas être dans une situation où je me sens pas à l'aise, où le travail me plaît pas. Là, non. Donc, j'ai pas forcément d'outils pour mettre ça en place, mais je pense que c'est ça le plus grand moteur. C'est déjà arrivé de faire quelque chose qui te plaisait pas, à contrario de ce que tu viens de me dire?
Ouais, j'ai déjà fait des missions qui, en tout cas, qui me plaisaient au départ, mais le fait que ce soit des missions qui soient où ce soit en fait tout le temps la même chose. En fait, oui, quand t'as 2 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience, tu ressens plus beaucoup de challenge ou de liberté, en fait, sur ton poste. Et donc, oui, c'est des choses qui me sont arrivées. D'où le fait aussi que j'ai changé de poste pour expérimenter autre chose, voir autre chose et faire un travail qui est complètement différent, voilà, au final. Ouais, tu as eu plusieurs expériences, mais tu restes une jeune professionnelle. Ouais, T'es pas c'est toute, ça. pas toute vieille non plus. Donc, Non, c'est ça. tu pourras encore changer et avoir d'autres expériences. Alors, peut-être dans la même boîte ou peut-être pas si on peut évoluer dans ta boîte ou dans d'autres boîtes éventuellement. Si je te dis que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher, qu'est-ce que tu en penses? pense que je pense que c'est ça le truc. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi sur la force mentale un peu d'auto-persuasion ou le fait de se dire, OK, je lâche rien, ça va bien se passer, etc. Et que finalement, en fait, tu es dans un cycle où tu finis par te convaincre toi-même que ça va bien se passer. Et je pense que ça peut être un bon moteur, justement, pour dépasser tes limites. Et en tout cas, au moins atteindre tes objectifs. Priorité. Alors, il y a une autre dimension dans le podcast, c'est, j'aime bien parler de la gestion des émotions. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu à gérer de la pression? Oui. Quelles sont les ressources psychologiques que tu engages à ce moment-là pour pouvoir déjà en prendre conscience de cette pression et puis pouvoir la gérer au mieux? Je pense que dans mon expérience précédente, au départ, j'avais ce truc de dire, bon, je viens d'arriver, j'ai beaucoup de pression, mais c'est normal. Et en fait, au fil de l'expérience, tu te rends compte que c'est pas tant normal que ça et que des choses peuvent être mises en place pour que ça se passe le mieux possible et que cette pression-là, en fait, toi, tu la ressentes pas, tu la ressentes un peu moins. Après, je pense que sur les actions à mettre en place, je pense qu'il faut pas hésiter. Après, c'est facile parce que je sais que j'ai eu du mal aussi, mais ne pas hésiter à parler ou en tout cas à initier une conversation par rapport à ça en disant là, je ressens trop de pression. C'est pas une situation confortable. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil ou comme process pour que ça se passe mieux? Je pense que ça, c'est la première étape et après ne pas se renfermer ou en tout cas, oui, juste initier en fait un échange avec son manager ou en tout cas le contact direct avec qui on est. Allez, j'ai une petite dernière pour toi et après, Ouais. tu nous laisseras un petit peu l'empreinte de ce que tu as envie de partager aux auditeurs sur quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que tu penses que pour réussir, il faut avoir un plan? Non, pas forcément. Je pense que parfois il y a des plans. Comment dire? Je pense qu'il y a des réussites qui sont dues à des plans, mais parfois il y a des réussites qui sont encore plus belles qui ne sont pas en fait, qui n'étaient pas prévues à la base. Et je trouve que ça, c'est des réussites qui sont encore plus gratifiantes. Après, je dis pas que quand on a un plan et qu'il se déroule très bien et qu'on a une réussite, que c'est pas gratifiant, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans le hasard ou le destin qui fait que quelque chose se passe bien et c'est très bien comme ça. Alors écoute, merci beaucoup Camille. Alors, en tout cas pour toutes tes réponses à mes questions. Comme le veut du coup la fin du podcast, c'est ton mot. Qu'est-ce que tu aimerais porter auprès des auditeurs? Quelque chose qui tient à cœur, un message que tu as envie de faire passer, qui peut être en tout cas quelque chose qui te guide finalement au quotidien et qui est important pour toi. Je pense que en tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est de pas se décourager, que oui, ça peut être compliqué, mais qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut expérimenter, être agile, voir ailleurs ce qui se passe et, et oui, juste en fait se donner les moyens aussi de réussir ou en tout cas d'aboutir son projet à bien. Je pense que c'est ça le mot que j'aimerais faire passer. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi pour ton invitation. Agile, ça m'a fait rire parce que du coup, je me suis vu sur un film en train de Ouais, dire d'être agile. Mais non, c'est en fait ce que tu veux dire, c'est s'adapter, être capable de s'adapter. oui,
Ouais, et je pense qu'on est dans une époque aussi où selon les expériences, on te demande aussi de répondre à une fiche de poste, mais aussi d'avoir des à côté ou d'être, tu sais, un peu ce couteau suisse. Et alors, je pense que c'est pas bien dans toutes les boîtes parce que selon les personnes que tu as en face, ça peut pas être, ça dépend, mais ça peut peut-être ne pas être bienveillant sur la partie vraiment collaboration d'équipe. Mais après, je pense, oui, ne pas hésiter à se former à côté et juste faire ce qui nous plaît parce que c'est un peu ça le but aussi. C'est vrai, t'as raison. Il faut faire ce qui nous plaît parce que c'est important d'être épanoui. On passe tellement de temps au travail finalement. C'est important de faire quelque chose qui... Oui, finalement, moi, je me suis rendu compte dans des expériences précédentes où j'étais pas forcément épanouie et heureuse. Et en fait, forcément, ça a un impact direct sur ta vie personnelle, sur ton entourage. Oui, ça arrive à tout le monde, des périodes compliquées à gérer, mais je pense que ça arrive aussi pour une raison, que c'est le meilleur signal d'alerte. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup. Voilà, si vous avez envie d'échanger avec Camille, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn, en tout cas sur son réseau pro. Si vous avez plus de questions sur ses activités professionnelles ou sur l'entreprise dans laquelle elle travaille, on ne sait jamais, vous êtes un artiste. Et merci beaucoup Camille. Merci à toi. À la prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.